facile celle-là, toujours. Eh oui. Et quand je dirigeais Challenge, enfin le nouvel économiste, mon adjoint s'appelait Beaufils. Ah bon, très bien. Bonjour en tout cas Gilles Legendre. Bonjour Jeff Lichtenberg. L'actualité est grave. Ce matin, quelle est votre première réaction après la neutralisation, pour reprendre les termes du ministère de l'Intérieur, du terroriste de Strasbourg? Comme tous les Français, le soulagement, comme tous les Strasbourgeois qui ont vécu dans la peur depuis mardi, comme toutes les forces de l'ordre à qui je veux rendre hommage, les 720 policiers, gendarmes qui ont assuré la sécurité des Strasbourgeois depuis ces 4 jours dans des conditions extrêmement périlleuses. Donc je veux absolument leur rendre hommage au nom du groupe parlementaire La République En Marche. La menace terroriste reste toujours au cœur de la vie de notre nation. C'était les mots du chef de l'État mercredi en Conseil des ministres. Est-ce que ça veut dire que pour les Français, il faut continuer à vivre avec cette menace, y penser à chaque fois que l'on sort de chez soi? Non, il faut vivre avec la conscience de cette menace, mais il ne faut pas en être obsédé. Ce qui est certain, c'est que cette menace est en train de changer de nature. L'homme qui a été neutralisé cette nuit, le terroriste, est un homme qui vient du grand banditisme. Ça n'était pas un terrorisme à la base. Il y a des mutations qui s'opèrent, il y a une sorte de diffusion des idées terroristes dans une population fragile ou délinquante, et donc ça devient assez compliqué. On se souvient, lorsqu'Emmanuel Macron était ministre, qu'il disait qu'il y a un terreau dans le pays qui pousse des hommes et des femmes à aller vers le djihad ou vers le terrorisme. Finalement, rien n'a changé, ce terreau, ce contexte, il existe toujours après 1 an et demi de macronisme. Mais écoutez, ça n'était pas notre possibilité de mettre fin du jour au lendemain au terrorisme. Non, mais aux conditions qui y poussent. Cette semaine, nous sommes évidemment frappés par ce qui s'est passé à Strasbourg, mais il y a aussi beaucoup d'attentats qui ont été déjoués. Tous les dispositifs maintenant s'adaptent à cette nouvelle donne du terrorisme, notamment avec un renforcement des forces de renseignement qui sont extrêmement importantes et vigilantes. Vous avez été indigné, comme d'autres, par ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux et dans la bouche de certains gilets jaunes. Cet attentat de Strasbourg est bien tombé, disait-il, alors que le pouvoir n'arrive pas à régler la crise sociale née de la contestation des gilets jaunes. Eh bien, tout d'un coup, les projecteurs se sont braqués sur un autre sujet. Les commentaires sont obscènes et illustrent ce que les réseaux sociaux peuvent produire de pire. Aucun autre commentaire. C'est-à-dire, aucun autre commentaire, il n'y avait aucune corrélation. Mais évidemment non, voilà. Évidemment non. Et j'ajoute que ce genre de commentaire est une offense aux victimes et aux 3 personnes qui sont décédées et à toutes celles qui encore aujourd'hui luttent contre la mort et pour lesquelles j'ai une pensée particulièrement empathique. Pourquoi le gouvernement demande-t-il aux Gilets jaunes de ne pas manifester demain samedi pour l'acte 5 de leur mobilisation? L'aurait-il fait s'il n'y avait pas eu cet attentat? Vous savez, déjà les mots, on parle d'acte 5, ça n'est pas une pièce de théâtre qui se joue. Évidemment, nous n'interdisons pas les manifestations, nous ne les avons jamais interdites. Mais le moment est venu d'arrêter. Le président de la République, lundi, a annoncé une série de mesures sans précédent, des mesures d'urgence économique et sociale. Je vous rappelle qu'il y en a pour 10 milliards d'euros qui satisfont la plus grande partie des revendications portées par les Gilets jaunes depuis le début. Encore exprimer leur colère? Mais parce qu'il y a probablement par une majorité de Français. Il y a probablement parmi eux des jusqu'au-boutistes qui ne sont pas forcément très sincères dans les revendications qu'ils portaient et qui veulent surtout semer le désordre. Alors, il faut être très clair. Les manifestations sont autorisées. Le droit de manifester en France est inaliénable. En revanche, nous serons intraitables, comme nous l'avons été samedi dernier, et peut-être plus encore, contre tous ceux qui voudraient importer la violence dans nos villes. Vous savez, les Gilets jaunes veulent plus de protection, plus de pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, il ne tombe pas du ciel. Il vient de l'économie. Or, ces manifestations, depuis 4 semaines, abîment notre économie. Détruisent les commerces, certains commerces, les commerçants, empêchent les courses de Noël. Vous savez, si l'économie faiblit, nous n'aurons pas d'argent à distribuer pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais ce sera la faute des Gilets jaunes ou de la faute du gouvernement qui n'a pas réagi finalement assez vite à cette crise? Maintenant, le gouvernement a réagi, et a réagi d'une manière et avec une ampleur sans précédent. Donc,
Comme jadis on disait, il faut savoir stopper une grève, je dis aux Gilets jaunes, il faut savoir stopper des manifestations. Il a réagi, mais a-t-il réagi à tout? Je vous ai écouté hier à l'Assemblée nationale, en paraphrasant le général de Gaulle, vous disiez il ne faut pas sauter comme un cabri en disant ISF, 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 puisque vous savez que c'est aujourd'hui un petit point de blocage. Et j'ai regardé quelques chiffres, des courbes publiées notamment par le journal Le Monde. On voit qu'avec les mesures qui avaient été prises jusque-là, les ménages les plus pauvres se sont légèrement appauvris. La majorité des ménages moyens, ce qu'on appelle les classes moyennes, a gagné un peu de pouvoir d'achat, mais qu'en revanche, les plus riches en ont gagné beaucoup. Est-ce que ce n'est pas ça, Monsieur Legendre, qui fait scandale aujourd'hui et qui crée cette colère? Nous ne réparerons pas la France en opposant les riches, les pauvres. Ça n'est pas comme ça que fonctionne l'économie. Nous avons supprimé l'ISF parce que c'était un impôt le plus bête qui soit, le plus anti-économique. C'était un frein à la croissance, un frein à l'investissement, un frein à l'emploi. La meilleure manière de distribuer du pouvoir d'achat en France, c'est de relancer la croissance et de relancer l'emploi. C'est ça que nous avons fait et que nous allons continuer de faire. Alors, nous avons pris des mesures de pouvoir d'achat extrêmement importantes. Je le redis, 10 milliards avec le SMIC à 100 euros, de 100 euros de plus à partir du 1er janvier, la suppression de la CSG pour les retraites entre 1 200 et 2 000 euros, la prime défiscalisée, la prime exceptionnelle de Noël défiscalisée, ce sont des mesures fortes. Et sur l'ISF, vous ne changerez rien? Parce que c'est ce que vous disiez aussi sur les taxes sur les carburants, mais il n'y aura pas de recul et puis il y en a eu un. Nous avons dit que nous évaluerions cette réforme, cette suppression de l'ISF, nous le ferons et il y aura peut-être des conséquences à la marge à en tirer, mais en aucun cas nous ne restaurerons l'ISF dans sa totalité. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il reste un impôt sur la fortune immobilière qui reste important. Mais nous ne le faisons pas par entêtement, nous ne refusons pas de le faire par entêtement. Nous refusons de le faire parce que, encore une fois, cela va contre l'intérêt des Français, y compris les plus fragiles et les plus modestes. Pourquoi la question de l'immigration figure-t-elle parmi les sujets de concertation que le gouvernement souhaite ouvrir dans le pays, alors qu'on ne voit pas très bien le lien que cette question a avec le pouvoir d'achat? Dans les 4 chapitres qui vont faire l'objet de ce grand débat national, il y a un chapitre sur l'ensemble de la question des institutions, de la l'immigration, Monsieur Legendre. Attendez, il nous reste peu de temps. Non, mais des institutions, de la citoyenneté et aussi de l'immigration. Pourquoi? Mais parce que cela fait partie de la réalité sociale, économique du pays. Nous ne le faisons pas dans une fin d'instrumentalisation. Le propre de ce débat national, c'est d'être capable de poser au plus près, d'une manière ordonnée, d'une manière sincère, d'une manière authentique, les vrais problèmes qui se posent aux Français et d'y apporter des solutions. Eh bien, vous avez entendu ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je précise que Dimanche en politique, c'est le nom de cette émission, accueillera sur France 3, dimanche donc à 12h15, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Laurent, c'est à vous. Merci Gilles Legendre et très bonne journée.